Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de prendre le rendez-vous de l'information sur votre chaîne L2A TV. Au sommaire de cette édition, le 26 octobre 1972 marquait le début d'une nouvelle ère politique au Bénin. Retour sur les faits historiques qui ont eu lieu à cette date dans quelques instants. Politique nationale de santé communautaire, le département de l'Atakora a abrité un atelier de mise en route des activités. De quoi s'agit-il concrètement? Réponse dans cette édition. Dans ce journal, nous ferons également un tour d'horizon de l'actualité internationale de la semaine et vous aurez aussi le calendrier des rendez-vous sportifs du week-end. De nouveau, bonsoir. La préfecture du département de l'Atakora a abrité les 25 et 26 octobre l'atelier de mise en route des activités de la politique nationale de santé communautaire dans le département. Cette activité a eu lieu sous le lead de l'ONG Scienson Développement communautaire avec le financement de l'USAID. Jonas Sobossou nous fait le point. Nous allons parvenir à offrir tous les soins que ça vous. Mieux comprendre les orientations de la nouvelle politique nationale de santé communautaire en vue de sa mise en œuvre dans le département de l'Atakora et procéder à l'élaboration d'une feuille de route pratique pour l'atteinte des résultats. Tels sont les objectifs poursuivis par un atelier initié par l'ONG Scienson Développement communautaire sur financement de l'USAID. Réunissant au plan départemental les acteurs One Health et cadres des zones sanitaires, cet atelier intervient dans le cadre du lancement des activités de la PNSC dans l'Atakora. L'USAID, compte tenu de l'urgence, avec toute la situation sécuritaire au nord ici, a voulu anticiper pour démarrer déjà les travaux préparatoires de mise en route de la nouvelle phase qui va démarrer en 2024. Ce n'est pas une action exclusive, elle est inclusive et aura un ancrage tant au niveau départemental, communal que local. À travers diverses communications, les participants sont outillés pour plus d'efficacité dans la mise en œuvre de la nouvelle politique de santé communautaire. Il s'agira qu'à la fin de cette formation, tout un chacun de nous, en tant que participants, parvienne à maîtriser le contenu et les directives de cette politique, maîtriser les orientations et les différentes étapes du processus de l'identification des relais communautaires. Et pour finir, élaborer, comme il a déjà dit, le directeur, élaborer la feuille de route des différentes étapes qui suivent. Ce premier match est vraiment déterminant et de son succès va dépendre la bonne réalisation des autres étapes qui suivent. Pour plus d'impact dans la communauté, l'implication de chacun des acteurs One Health s'avère nécessaire. Pour ceux-ci, nul besoin de marchander leur engagement. Je voudrais rassurer les deux Scienson et tous les autres acteurs que la préfecture, elle jouera pleinement son rôle. Il faut dire que c'est une politique que nous attendions depuis longtemps parce que cela s'inscrit vraiment dans notre axe d'intervention au niveau de l'Atakora. Nous nous réjouissons que cette activité ait pu voir le jour dans l'Atakora et cela nous permettra ensemble avec tous les acteurs impliqués dans cette mise en œuvre de pouvoir travailler de concert. La disponibilité n'était pas aussi garantie pour aller partout et descendre dans tous les villages. Donc cette politique vient vraiment combler ce gap-là, cette lacune qui était là dans le système. Donc ça vient à point nommé et nous sommes vraiment engagés à 100%. Toujours apte à accompagner l'État béninois dans ses interventions, c'est environ 11 milliards de francs CFA mis à disposition du gouvernement béninois pour la mise en œuvre de la politique de santé communautaire. À juste titre, les acteurs One Health restent reconnaissants. Nous leur remercions pour la confiance renouvelée et nous nous engageons à travailler pour que cette confiance demeure et que ça ne soit pas effritée. Ainsi lancé dans le département de l'Atakora, c'est un total de 916 relais communautaires qui seront mis à disposition des 9 communes du département. Petit rappel historique, le jeudi 26 octobre 1972, l'ex-Dahomey, actuel Bénin, connaîtra son dernier coup d'État par lequel le général Mathieu Kérékou a pris le pouvoir juste avant d'instaurer le marxisme-léninisme quelques années plus tard. Isaac Olainka nous replonge dans ce passé historique à travers cet élément. Cotonou, le 26 octobre
1972. Une des dates qui resteront gravées dans la mémoire des Béninois, le 26 octobre 1972. Ce jour-là, l'ex-Dahomey, aujourd'hui République du Bénin, connaîtra son dernier coup d'État réussi. Depuis 1970, un conseil présidentiel était à la tête du pays. Pour un mandat de 6 ans, 3 présidents devaient co-gérer le pays et chacun devait avoir une période de 2 ans pour présider le conseil présidentiel. En effet, les clivages non seulement politiques, mais aussi et surtout régionaux ethniques ont poussé à ce modus vivendi. Le Nord, le Centre et le Sud devaient donc se succéder à la tête du pays. Un triumvirat a donc été constitué pour une présidence tournante. Ainsi, Hubert Kutukumaga dirigea le pays de 1970 à 1972. Justin Tometi Ahomadegbe lui succède en mai 1972, mais il ne fera que quelques mois, tandis que Souroumiga Akpiti ne viendra plus jamais à la tête de l'État. L'armée en a décidé autrement. En effet, des jeunes officiers et sous-officiers de l'armée avaient décidé que l'armée garde le pouvoir et ne voulait plus compter sur les supérieurs comme les colonels Paul-Émile de Souza, Alphonse Allé ou le lieutenant-colonel Maurice Iropa Kouandété qui ont déjà été présidents de la République. Le camp de Ouida était alors le plus équipé du moment. Formé de la crème de l'infanterie, il était composé d'une unité de commandos parachutistes sous les ordres du capitaine Michel Aïkwe, des unités mécanisées et blindées commandées par le capitaine Janvier Assogba qui était en même temps commandant de la garnison de Ouida. Les 2 capitaines, assistés par un 3e au nom de Michel Aladaye, avaient en leurs mains de puissants outils qui feraient de toute tentative de coup d'État un coup réussi d'avance, mais ils désiraient être les gardiens de la révolution militaire plutôt que de garder le pouvoir pour eux. Dans leur hiérarchie qu'ils respectaient bien, Mathieu Kérékou était le profil idéal. Formé à l'école de formation des officiers ressortissants des territoires d'outre-mer à Fréjus, diplômé d'État de Paris, promu chef de bataillon en 1969 et chef d'état-major adjoint des forces armées du Dahomey en 1970, ancien aide de camp du président Manga, Mathieu Kérékou avait participé à tous les conseils militaires précédents, mais il est resté effacé faisant preuve de retenue et de discrétion. Les officiers décident de passer à l'acte le mercredi 25 octobre, au moment du Conseil des ministres, mais le rendez-vous gouvernemental est reporté au lendemain. Le putsch est donc retardé. Jeudi 26 octobre, le cortège de chars et de blindés s'ébranle du camp militaire de Ouida avec à sa tête le capitaine Janvier Assogba. Escale au camp Guézo, puis, à hauteur de l'église Bon Pasteur de Kadjeou, non loin de la présidence, le cortège se divise en 2. Un groupe prend la direction de la radio nationale tandis que l'autre fonce droit sur le palais présidentiel. Quelques tirs de sommation, puis les principales cibles sont rapidement identifiées, maîtrisées et mises aux arrêts. Ce qu'ils appelleront plus tard le monstre à 3 têtes venait ainsi de tomber. Et ce que nous reprochons, c'est le système. Le Dahomey ne peut pas avoir 3 présidents. La France a plus de 55 millions d'habitants, j'espère, je crois bien, mais elle n'a qu'un président. Alors qu'au Dahomey, on a à peine 3 millions, 3 présidents, c'est trop, nous sommes assez pauvres pour avoir 3 chefs. À 15 h, la voix du chef de bataillon, Mathieu Kérékou, résonne à la radio nationale. Il est désormais le chef de l'État. L'armée s'engage solennellement à donner au peuple dahoméen l'espoir d'une aube véritablement nouvelle. Vive l'armée, vive la révolution, vive le Dahomey. C'est parti pour près de 19 ans de règne, dont 18 sans partage. Mathieu Kérékou est chef d'État et ministre de la Défense. Il dirige un gouvernement de jeunes militaires révolutionnaires. Le 30 novembre, il annonce un régime révolutionnaire, démocratique et populaire. En 1974, il adopte le marxisme-léninisme et le socialisme qui seront la voie du développement choisie dans une approche beaucoup plus nationaliste. En 1975, le pays change de nom. Le Dahomey devient la République populaire du Bénin. Le Parti de la Révolution populaire du Bénin, PRPB, restera pratiquement la seule formation politique du pays avec de sévères répressions sur les mouvements syndicaux, politiques et même certains courants religieux. L'homme critiqué pour sa main de fer sera applaudi en 1990 lorsqu'il déclare souveraine la conférence des forces vives de la nation et décide que toutes les décisions qui en sont issues seront appliquées à la lettre. Mathieu Kérékou échoue à l'élection présidentielle de 1991, mais sera élu en 1996, puis en 2001,
totalisant ainsi près de 29 ans de présidence. Il meurt le 14 octobre 2015 à l'âge de 82 ans. L'espoir d'une aube véritablement nouvelle. Vive l'armée, vive la révolution, vive le Dahomey. À l'international, quelle est la situation actuelle entre Israël et Hamas et plusieurs autres informations à suivre avec Rosalie Tchala. Pour ce condensé de l'information à l'international, nous faisons un tour dans le Maine aux États-Unis où une tuerie de masse à Lewiston, parmi les plus meurtrières depuis 10 ans, a fait au moins 18 morts dans un bar et un bowling. Il faut noter que cette année, le pays n'a pas connu plus de 4 jours d'affilée sans fusillade de masse. Syrie, en réponse à une série d'attaques menées par des milices soutenues par l'Iran contre le personnel américain en Irak et en Syrie, Washington a annoncé avoir frappé jeudi 2 installations des gardiens iraniens de la révolution dans l'est du territoire. Et plus présidentielle au Nigeria, la Cour suprême a fini par délibérer jeudi par un rejet pur et simple des appels des 2 candidats de l'opposition qui contestaient l'élection de Bola Ahmed Tinubu à la présidentielle de février, mettant ainsi fin au contentieux qui dure depuis 8 mois. Pendant ce temps, jugé à Nouakchott pour avoir abusé de son pouvoir afin d'amasser une fortune immense, l'ex-président mauritanien Mohamed Abdelaziz risque une lourde peine. Le procureur a requis mardi 20 ans de prison contre l'ancien chef d'État ainsi que la confiscation de tous ses biens. Et pour finir, guerre Israël-Hamas, le ministre palestinien de la Santé à Gaza a annoncé ce jeudi que le bilan victime des bombardements israéliens contre la bande de Gaza depuis le 7 octobre s'est alourdi à 7028 Palestiniens, dont 2913 enfants, 1709 femmes et 397 personnes âgées. Voilà pour le condensé de l'information internationale, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis. Le Barça sera face au Real Madrid ce week-end et un grand combat de boxe est également à l'affiche. Isaac Olainka nous fait le calendrier sportif des rendez-vous du week-end. Bas du tableau, Burnley 4 points est 18e, Bournemouth 19e avec 3 points et Sheffield United ferme la marche avec 1 point après 9 matchs joués. En Espagne, Almeria reçoit Las Palmas à 13h, mais attention, juste après, ce sera le premier classico Barcelone FC Real Madrid sur le terrain des Blaugrana et c'est à 15h15. Le score de ce match peut modifier les rangs dans la bataille au sommet. Le Real 25 points et Gérone 25 points ne dévancent le Barça que d'un seul point. En cas de victoire, les Barcelonais dévanceront le Real de Madrid. Le Real de Madrid, lui, par contre, mettra tout en jeu pour creuser l'écart de 3 points supplémentaires à travers une victoire. Il faudra aussi compter avec Atlético de Madrid, 4e avec 22 points. Les Colchoneros recevront Alaves dimanche à 20h. Retrouvons l'Allemagne à présent avec la Bundesliga. Union de Berlin, après sa défaite en Ligue des Champions en début de semaine, tentera d'aller se refaire sur le terrain de Werder Bremen. Leipzig reçoit FC Cologne. Ce sera à 17h30. Tous les autres matchs de la journée se joueront à 14h30. Après la 8e journée de la Bundesliga, Bayern Munich et Borussia Dortmund sont respectivement 3e et 4e avec 20 points chacun, suivis par Leipzig qui totalise 17 points. La Bundesliga est dominée par Bayer Leverkusen 22 points plus 18 et Stuttgart 21 points plus 17. Finissons par la Serie A italienne. 3 matchs à jouer ce samedi. Sassuolo accueille Bologne à 14h. Torino est en déplacement sur le terrain de l'EC. Juventus de Turin reçoit Hellas Vérone à 19h45. La Juve est 3e avec 20 points derrière AC Milan 21 points et l'Inter Milan 22 points. Cagliari 3 points et Salernitana 4 points ferment la marche. De la boxe à présent avec le combat le plus suivi de l'année, le combat le plus attendu de l'année et peut-être même de la décennie. Tyson Fury contre Francis Ngannou, voilà le choc de titan qui s'annonce. En attendant, le MMA qui l'a
l'a fait roi, Francis Ngannou va tout simplement gagner plus d'argent en une soirée que pendant toute sa carrière de combattant, c'est lui qui le dit. L'affiche est forcément excitante, même si Fury ne met pas en jeu sa ceinture de champion du monde. Le Camerounais de 37 ans est parmi les meilleurs au monde en MMA. Fury est le meilleur boxeur au monde actuellement et les deux dans la même catégorie reine des lourds. Notons que le Britannique a été prénommé Tyson en référence à l'immense boxeur et ancien champion du monde américain Mike Tyson, et c'est justement ce même Mike Tyson qui s'est reconverti en entraîneur pour coacher Ngannou. Tyson Fury totalise 34 combats pour 33 victoires et 1 nul. Il n'est pas monté sur le ring depuis décembre 2022. Francis Ngannou non plus n'a pas enfilé ses gants depuis plus d'1 an. Au-delà du combat, cette soirée sera un événement qui permettra de répondre à une question. Le punch de Ngannou enregistré comme le plus puissant au monde suffira-t-il pour surpasser la science de la boxe de Tyson? Réponse samedi soir à Riyad, c'est en Arabie Saoudite et le combat sera en 10 rounds. C'est tout pour ce journal que nous vous remercions d'avoir suivi. À très bientôt sur L2A TV pour être toujours au cœur de l'actualité de développement.